messieurs, bonjour, bienvenue dans Alumni, l'émission qui s'intéresse donc à l'avenir, au devenir de nos anciens diplômés. Alors aujourd'hui, on va recevoir un ancien alumni de la FLSH, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Baptiste Amieux. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes donc un ancien de cette faculté, la FLSH, et vous étiez en master relations internationales. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes project manager, alors project avec un S, même si ça ne se prononce pas tout à fait comme ça en anglais. Vous êtes manager de projet, on va dire, pour les Nations Unies, pour une agence qui s'appelle donc l'Organisation internationale pour les migrations, rebaptisée Agence internationale pour les migrations, mais vous dites qu'on dit toujours OIM. Voilà, exactement. Vous êtes actuellement au Niger et on va retracer un peu votre parcours parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis votre départ. C'était d'ailleurs en quelle année? Vous avez été diplômé en Diplômé officiellement en 2013. En 2013, ok. Alors cette relation avec l'Organisation des Nations Unies a démarré très tôt, puisqu'en fait c'est grâce à des stages finalement réalisés dès le Master 1 que vous avez mis un premier pied dans cette agence. Exactement, c'était en Master 1, donc Master Relations Internationales. J'avais l'envie finalement de goûter aux Nations Unies, de finalement mettre un orteil dedans pour voir ce que c'était et savoir si c'était ma voie. J'avais aucune certitude. D'accord. Ni même de réseau. Ni même de réseau. De je connaissais déjà. Absolument personne. Okay. J'avais dû voir une image de Ban Ki-moon sur un journal télévisé. C'était peut-être le seul lien que j'avais avec les Nations Unies. Okay. Finalement, au début, je me suis un peu découragé assez rapidement puisque j'ai envoyé plus de 170 candidatures, toutes différentes, je tiens à dire 170 lettres de motivation différentes, dans 3 langues différentes, et que j'avais, on va dire, quasiment aucun retour. Ouais. Mais pas au hasard en plus, vous regardiez comment vous avez fait à ce moment-là? Non, j'avais vraiment essayé de cibler, donc à l'époque le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui est l'agence mère. J'avais ciblé des pays qui me plaisaient, pour lesquels j'avais quand même un attrait, et quelques connaissances, on va dire, géopolitiques. Donc des pays comme l'Ukraine, le Monténégro, la Serbie, l'Iran, le Cuba, donc voilà des pays que je connaissais au moins de nom et avec un peu de connaissances historiques, parce que je sortais de licence d'histoire. Et puis finalement, le Kosovo est arrivé, puisque j'ai envoyé un mail directement à la représentante des Nations Unies sur place, Madame Osnat Loubrani, que je salue, et qui m'a répondu en me disant « D'accord, mais il faut être là la semaine prochaine ». Et donc une semaine plus tard, j'étais à Pristina. D'accord. Pour un stage qui a duré combien de temps? Qui a duré 6 mois, mais qui ensuite s'est prolongé. En fait, je suis rentré à Lille, mais j'ai continué à travailler à distance de manière ponctuelle pour le gouvernement du Kosovo, donc pour le ministère de la Jeunesse, via la représentation de projets pour le dialogue des jeunes de différentes ethnies du Kosovo dans des événements internationaux organisés par l'ONG Youth Time. D'accord. Au départ, vous ne saviez pas vraiment ce que vous alliez faire chez eux, et pour eux. Vous saviez que c'était dans ce pays, vous aviez postulé en étant... D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez mis dans votre lettre de motivation en disant moi je suis en master relations internationales, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'était un peu une question curieuse, ça. Oui, parce qu'en plus on était en master 1, on avait encore des connaissances pas non plus très développées sur la géopolitique du Kosovo. Je parlais ni albanais ni serbe, un peu russe mais très vaguement. Je parlais anglais mais pas non plus d'une manière bilingue. Donc j'ai dit, voilà, j'ai pas grand-chose à vous offrir, si ce n'est ma motivation, ma détermination. C'était votre phrase, ça. Voilà, et j'ai terminé par, de toute façon, ça ne vous coûte rien d'essayer. Et je leur ai dit, si ça se passe pas bien, au bout d'un mois, vous pouvez me dire de partir. Donc c'était vraiment... C'était plutôt cash. Et voilà, exactement, très cash. Et c'est une dame qui est une dame exceptionnelle, je dois le dire, Madame Loubrani, qui m'a donné cette chance et qui, je pense, ne savait pas et ne sait peut-être toujours pas que la chance qu'elle m'a donnée en 2013, enfin 2012, donc en Master 1, m'a permis aujourd'hui, 5 ans plus tard, d'être un fonctionnaire international aux Nations Unies. Alors justement, parce qu'après en Master 2, il y a un autre stage, toujours dans le cadre de ces Nations Unies. Là, c'était où celui-là? Donc c'était au Laos, à Vientiane. Pareil, j'ai dû postuler un bon paquet de fois. C'était pas votre premier stage qui avait permis de décrocher le deuxième? Alors ça a forcément aidé un petit peu, mais je pense... C'était pas le réseau interne, je veux dire. Non. Un stage, ça suffit pas forcément pour se faire un réseau assez... En tout cas, moi, à l'époque, j'avais pas peut-être fait assez de réseau, mais j'avais quand même 5 lettres de motivation que je traînais avec moi et qui me permettaient quand même d'avoir une certaine reconnaissance. Donc je suis allé dans cette agence qui s'appelait UNIAP, qui s'appelle UNACT maintenant, donc qui est United Nations Against Counter-Trafficking. D'accord. Donc c'est une agence qui lutte contre la traite des personnes et l'abus sexuel des mineurs, et pour lequel j'ai fait un stage de 7 mois donc à Vientiane, et donc sur lequel on couvrait le Cambodge également et la Thaïlande. D'accord. Et puis ensuite, vous avez voulu rester. Et là, vous êtes parti. Alors là, comment ça s'est passé? Vous avez été demandeur d'emploi, vous avez été diplômé, le stage est terminé.
Et après, vous avez là aussi délibérément et spontanément, si je puis dire, c'était une réponse à des offres ou c'était des candidatures spontanées? Alors, bon, déjà, en ayant travaillé sur la traite, il y a un lien direct avec la migration qui se fait, puisque la traite, en l'occurrence en Asie du Sud-Est, est très liée à la migration. On a beaucoup de cas de traite de jeunes Laotiennes ou jeunes Laotiens en Thaïlande, notamment liés au tourisme sexuel. Et du coup, très vite, j'ai eu un intérêt pour la migration et j'ai eu l'occasion de travailler sur une étude au Laos conjointement avec l'OIM. Et très vite, je me suis beaucoup intéressé à ce phénomène. Et puis, il y avait eu notamment à ce moment-là la crise libyenne qui avait emmené beaucoup de vagues de migration au Maghreb notamment et en Afrique subsaharienne. Et j'ai postulé, encore une fois, un peu au bluff à l'OIM Tunisie, à un stage, même si au fond de moi, je savais qu'après 2 stages, il était temps aussi de travailler. Et en fait, j'y suis allé au bluff, j'ai été pris au stage et j'ai dit que en fait, j'avais pas compris que c'était un stage et du coup, ça ne m'intéressait plus. 2 mois plus tard, on m'a rappelé en me disant que finalement, on pouvait me proposer un poste de junior consultant. Et ça a commencé comme ça en décembre 2013, donc 2 mois après mon retour du Laos. D'accord. Donc, hop, Tunisie. Et puis ça s'est pas terminé là. Non. Peu de temps après, vous avez changé de pays, vous êtes parti au Burkina Faso. Voilà, alors j'ai quand même passé 1 an et demi, ce qui faisait la première fois que je restais aussi longtemps dans un pays. J'ai eu le temps de développer un peu mon réseau à l'OIM et puis surtout de travailler pour la première fois en tant que professionnel dans l'écriture de projets. L'écriture de projet, ça permet d'avoir un volet très complet de toutes les activités de l'OIM, puisqu'on écrit dans toutes les thématiques et dans différentes langues. Et du coup, après l'OIM Tunisie, j'ai pu en effet partir à l'OIM Burkina Faso. Mais là, c'est par la voie interne. Par la voie interne. Cette fois, j'ai pas postulé. On est venu me chercher, on va dire, parce que l'Afrique subsaharienne à ce moment-là, l'OIM était en pleine croissance, mais il y avait très peu de staff francophone. Donc, il fallait répondre à un besoin urgent de staff francophone sur la gestion des frontières, justement. D'accord. Alors, depuis maintenant 2 ans, vous êtes au Niger. Et vous gérez justement, vous gérez une équipe de plusieurs personnes et vous occupez de cette question de la migration, mais justement par rapport aux frontières. On en parlait tout à l'heure, mais vous disiez que votre job au quotidien, c'est d'accompagner donc les autorités locales à mettre en place des postes frontières. Pas que ça, hein, mais alors, si vous voulez bien nous parler un petit peu de ça, en quoi consiste ce métier? Alors, c'est un métier qui est très particulier, puisque beaucoup pourraient se dire que c'est le travail de la police ou d'anciens policiers ou de coopération militaire / policière. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part du principe qu'une gestion des frontières efficace, c'est quand on arrive à mêler facilitation des échanges économiques, puisque des échanges économiques qui sont fluides aux frontières, elles permettent à un État de se développer, avec la sécurisation des frontières. Avec le Sahel, forcément, on est dans un ensemble qui est très complexe. On est dans un pays comme le Niger, on est encerclé par les Moudjahos, AQMI au nord-ouest au niveau du Mali, et puis au sud-est, on a Boko Haram au Nigeria, et au nord-est, on a la Libye. Donc forcément, on est sur un État avec des frontières qui sont extrêmement déjà sensibles, mais on a un État avec des frontières extrêmement poreuses, puisqu'on est sur plus de 6000 km de frontières pour un État qui est semi-désertique et qui est l'État qui est avant-dernier au niveau de l'index de développement des Nations Unies. Donc ça rentre et ça sort. Exactement. Et on est dans une région où la migration a toujours fait partie de la culture, des échanges économiques depuis la nuit des temps. Et donc l'OIM s'engage auprès des États dans les pays dans lesquels elle travaille à améliorer cette gestion des frontières par le renforcement des capacités humaines, des capacités matérielles de la police nationale, ou en tout cas du corps de police qui s'occupe de la gestion des frontières. Dans certains pays, c'est des services d'immigration, là c'est la police des frontières, enfin c'est la direction de la surveillance du territoire. Et ça se matérialise par donc, des formations dans des thématiques spécialisantes au niveau des frontières. Donc, vous formez les fonctionnaires locaux. C'est ça. On forme les fonctionnaires locaux, donc soit au niveau de l'École nationale de police, soit directement au niveau de gens qui travaillent au jour le jour au niveau de la frontière. On construit des postes frontières, comme vous le disiez, dans des zones où malheureusement il n'y a pas de poste sur 400 à 500 km. Donc il faut des points d'entrée et des points de sortie sur un territoire. Si on veut contrôler son immigration, il faut qu'on ait déjà des points pour y rentrer et en sortir. Et on travaille beaucoup avec les communautés. C'est très important pour l'OIM, la communauté est indissociable de la gestion des frontières, puisque ce sont ces gens-là qui y vivent, les communautés frontalières. Et on sait qu'une frontière, quand elle est désertée par les gens, c'est là qu'elle devient dangereuse. C'est l'absence de présence humaine qui la rend dangereuse. Tant qu'on a une présence humaine, il y aura toujours du bouche à oreille qui fera que cette frontière est finalement relativement protégée. Et donc on travaille beaucoup avec ces communautés pour qu'elles restent au niveau des frontières, pour qu'elles aient des moyens de
subsister, donc du matériel agricole, qui est des moyens de mobilité pour le désenclaver également, donc pour pouvoir ramener du matériel ou des... Contribuer finalement à un service d'État un peu délégué à ces communautés. Exactement. Okay. Donc essayer de dire, voilà, pour être réaliste, on sait que le Niger ne pourra jamais contrôler l'ensemble de ses frontières. Ouais. Donc on appuie avec les communautés. Donc vous, votre job, c'est parfois d'aller voir ces communautés. Oui, bien sûr. Vous vous déplacez au fin fond de la frontière du Niger. Parfois pendant... sécure, faut le dire. Ouais. Parfois pendant 4 jours. On part pendant 4 jours parce qu'il y a des endroits qui sont très difficiles d'accès. Quand vous allez dans la région de Dirkou, donc qui est la région frontière avec la Libye, vous êtes à plus de 2000 km de Niamey, la capitale. Ouais. Il faut prendre un avion, ensuite il faut prendre des pick-up pour traverser le désert. Vous dormez dans des tentes moustiquaires au milieu des dunes avec des militaires autour. Et ensuite vous arrivez à la frontière de la Libye après 2 jours et demi, 3 jours de route. Sur une route très éprouvante, sous 46, soit 47 degrés. Voilà. Bon, après... Mais vous êtes surveillé, encadré et c'est sécurisé. Toujours. Les Nations Unies, on aime dire, enfin l'OIM et les Nations Unies, on n'est pas non plus des cow-boys, comme je dis. On fait très attention à la sécurité des staffs. C'est notre premier souci, c'est de faire en sorte que puisse faire un maximum de choses, mais dans une manière très cadrée et très sécurisée. Alors, vous êtes project manager, et vous l'aviez dit tout à l'heure, on en parlait, vous avez 13 ou 14 personnes dans votre équipe. Alors, si on compte en effet donc, tous les staffs au niveau local, on est environ entre 12 et 13 personnes, en sachant qu'on a aussi des gens qu'on prend sur le court terme, donc des statisticiens. Sauf que ça allait assez vite finalement. Peu de temps après votre arrivée dans cette organisation, vous êtes déjà manager. A priori, votre formation, vous n'avez pas préparé tout de suite à avoir ce type de méthode, de technique, de savoir-faire. Qu'est-ce qui a contribué à ces compétences, ces capacités managériales transformées aujourd'hui en compétences? Alors, il y a plusieurs choses, mais la première d'entre toutes, c'était pour moi le bureau des étudiants de la FLSH. Le BDE, Voilà, le BDE, que j'ai commencé dès ma 2e année, en 2009, et dont j'ai pris la présidence en 2010, et qui m'a, pour la première fois, amené à devoir constituer une équipe déjà dès le début. On était 17. Et puis, gérer un budget. Gérer des activités, gérer des projets, gérer les égos des personnes, qu'on peut y avoir des conflits. Et ça, vous retrouvez dans ce que vous avez vécu il y a quelques années, des choses dont vous tirez profit aujourd'hui. Tout à fait. Et pour moi, justement, j'aime à dire que chaque projet est un nouveau BDE, parce qu'il faut refaire une visibilité, il faut de nouveau aller voir et se refaire une réputation auprès des bailleurs de fonds, auprès des autres organisations. Et il y a toujours un peu, je sais qu'il y a toujours cette rivalité entre les BDE, et on a toujours, nous aussi, cette rivalité entre les différentes institutions. On essaie de toujours mieux faire par rapport et puis vous avez de la concurrence, au plus vous disiez. Votre agence a des concurrents qui sont des agences européennes, ou parfois même, on va dire, nationales, quoi. Bon. Bien sûr. Donc comment ça se passe? Ce sont des appels d'offres auxquels vous répondez, ou alors vous venez présenter quelque chose à un gouvernement qui semble avoir besoin de ce type d'accompagnement? On a les deux cas, c'est-à-dire que l'Union européenne, par exemple, lance beaucoup d'appels à propositions, auxquels nous on répond la plupart du temps. Le Japon lance chaque année son appel à proposition. La France également le fait. D'accord. Voilà. Et on a également, nous, des propositions, on va dire, spontanées, un petit peu comme une candidature spontanée, où on a une idée de projet qui, pour nous paraît urgente et très importante, prioritaire. On sait qu'il y a un bailleur qui est typiquement intéressé par ce genre de thématique, parce que chaque bailleur, donc chaque pays a ses cercles d'intérêt. Et on sait, par exemple, que sur le domaine sécuritaire aux frontières, les États-Unis ou le Japon peuvent être très intéressés par ce genre de projet. Donc on va directement, alors soit nous-mêmes au niveau des ambassades, soit grâce à nos bureaux sur place, donc on a un bureau de l'OIM à Tokyo, un bureau de l'OIM à Washington, vont directement présenter cette idée de projet et dire est-ce que ça vous intéresserait de financer. Mais vous êtes déjà dans la préparation de ce projet? Vous l'avez établi, écrit, pensé? On l'écrit, voilà. Et un petit peu, d'accord. Nous, on l'écrit, après on le fait revoir par nos sièges respectifs, on le fait revoir par nos collègues sur place qui connaissent les priorités de ces pays-là. Ils vont peut-être nous dire, là, par exemple, pour l'Allemagne, il faudra peut-être mieux retourner un peu ce paragraphe. Parce que il y a des choses auxquelles ils sont plus sensibles que... Exactement. Il y a des mots clés qu'il faut mettre dedans et d'autres mots qu'il ne faut absolument pas mettre. Donc voilà, par exemple, c'est un peu le type de choses qu'on fait, mais on écrit les projets de A à Z. Et ensuite, on les fait financer ou pas, mais on fait tout pour eux. Alors, vous avez un statut de fonctionnaire international, et pourtant, vous n'avez pas passé le concours. Non. Il existe la voie du concours, mais pas que. Manifestement, d'ailleurs, c'est pas la plus empruntée. Donc, on peut acquérir ce statut via, en fait, comme vous,
le fait d'être embauché par cette agence et après d'y rester et de monter dans les hiérarchies, c'est ça? Tout à fait. Ok. J'aime à dire qu'on peut faire la FLSH et 4 ans plus tard être fonctionnaire international des Nations Unies. Oui. Parce que, en fait, voilà, les gens connaissent le concours qui est extrêmement élitiste et compliqué. Hein, c'est 40 places par pays pour passer l'examen. Ouais. Et parfois, c'est des promotions... Pour passer l'examen? Juste pour passer l'examen. Ouais. Et parfois, c'est des promotions de 17-20 personnes dans le monde entier. Ouais. Donc, c'est très compliqué. À l'heure actuelle, le concours est plus ouvert aux Français pour des questions de quotas. Mais non, il est possible de rentrer en tant que stagiaire, puis passer junior consultant, puis consultant, puis project officer consultant, puis au bout de 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on peut acquérir le statut de fonctionnaire international. Ouais, ça va assez vite. Après, il faut être mobile, hein, vous l'avez vous le démontré. Le reste de votre carrière, c'est ça aussi, c'est une mobilité qui est naturelle, si je puis dire. Votre profession, cet environnement de travail vous oblige à la mobilité? Tout à fait. On est obligé d'être super mobile, on est obligé de parfois aller dans des pays où on n'a pas forcément envie d'aller, mais ça fait partie du sacrifice de la vie de fonctionnaire international aux Nations Unies. Il faut y aller vite en plus. Des fois, on peut vous demander d'y être une semaine plus tard, comme la première fois. Comme la première fois, et on m'a déjà, voilà, pour le Burkina Faso, à titre d'exemple, on m'a demandé en 7 jours d'être sur place. Donc ça va très vite. Ouais. Votre langue de travail aujourd'hui, c'est l'anglais, c'est un peu le français, c'est une autre langue, je ne sais pas comment ça se passe. Alors ça dépend des destinations. Moi, au Kosovo et au Laos, c'était uniquement l'anglais. Maintenant, en travaillant au Niger ou au Burkina Faso, on travaille en français la plupart du temps, mais nos sièges, que ce soit financiers ou notre siège à Genève, on parle anglais très régulièrement. On communique en anglais avec eux. Voilà, et on a 24 nationalités différentes au bureau, donc on parle également beaucoup anglais. D'accord. Des postes au siège sont un peu envisageables? Oui, c'est envisageable sur le long terme. Oui, Et on peut changer après d'agence dans cette... c'est tentaculaire, les Nations Unies, donc il y a effectivement une foultitude d'agences. Est-ce qu'on peut changer après, ou alors on est enfermé, si je puis dire, dans son cœur de spécialité? Non, on peut changer. Après, bien sûr, quand on change, on perd forcément de son réseau, on perd de son ancienneté dans cette agence. Et puis il y a aussi une certaine, une agence, c'est aussi un peu sa famille, donc à voir si on a envie de quitter sa famille ou pas. Moi, je me sens très bien à l'OIM, je me sens aussi très redevable de cette agence qui m'a donné ma chance, et j'ai pas du tout envie de la quitter. Donc c'est possible, il y en a qui le font, notamment dans les plus petites agences où il y a moins d'opportunités, mais l'OIM étant une agence qui monte très bien, je suis très content. Merci beaucoup, Baptiste. Et juste pour terminer, quel conseil vous donneriez ou vous aimeriez transmettre aux jeunes de la FLSH ou d'autres, dans d'autres programmes de formation, qui envisagent ce type de carrière? On vous a senti audacieux, un peu culotté. L'histoire du stage, en fait, tiens, j'ai pas fait exprès, je pensais que c'était un job. Bref, faut oser, quoi. Il faut oser, et c'est vraiment je pense qu'il faut la conclusion de tout ça, c'est je veux pas me mettre... Justement, vous venez de la FLSH, c'est pas Sciences Po Paris, c'est pas... Non, bien sûr, et je sais très bien, je suis très lucide sur d'où je viens. On sait bien que la FLSH, c'est une bonne faculté, mais on n'est pas Harvard, on n'a pas la vocation à être Sciences Po Paris ou l'ENA. Mais justement, je pense qu'il est venu aussi temps de dire aux étudiants que les Nations Unies, c'est pas non plus l'élitisme dont on veut bien montrer à la télévision. C'est pas que le Conseil de sécurité, et que c'est accessible à tout le monde si on s'en donne les moyens, si on s'en donne la motivation, la patience. Et je pousse les étudiants à venir rejoindre les Nations Unies s'ils en ont l'envie. En tout cas, vous l'incarnez remarquablement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à bientôt sur les ondes de Alumni. Bonne journée à vous.